Bonsoir à tous. Donc, s'il vous plaît, confirmez dans le chat que vous m'écoutez parfaitement et on va devoir commencer. Donc, on a presque 100 personnes inscrites à ce webinaire sur la conformité, webinaire Audit Connect. Et on a actuellement presque une trentaine de personnes, je pense, qui sont connectées. Mais on va devoir commencer. Les gens nous rejoignent au fur et à mesure. Donc, désolé, hein, on a accusé un retard, mais les bonnes choses parfois prennent du temps. Nous allons devoir commencer. Avant d'entrer de plein pied dans le webinaire, je voudrais une fois de plus remercier ceux qui sont habitués, n'est-ce pas, à ces webinaires Audit Connect qui deviennent progressivement une tradition depuis plusieurs années et qui tend progressivement également à à être organisé chaque semaine. Parce qu'il y a quelques jours seulement, vous avez participé à la dernière édition qui portait sur des problématiques d'audit interne. Aujourd'hui, c'est la conformité. Et l'ambition, c'est véritablement qu'au fur et à mesure, tous les métiers de contrôle soient invités à la table des discussions des webinaires Audit Connect. L'objectif étant d'aider les professionnels de l'audit et des métiers de contrôle à l'échelle du continent africain, comme vous le savez déjà, à renforcer leurs compétences, à renforcer leurs pratiques, à aligner leurs pratiques selon des standards internationaux. Dans les webinaires Audit Connect, qui portent sur les problématiques d'audit, risque, contrôle, conformité, sont pour la plupart tirés des programmes de certification internationale. Vous savez que les bonnes pratiques en matière de contrôle, d'audit et tous les métiers de contrôle sont généralement bien encadrés par des standards internationaux, par des normes et par des bonnes pratiques. Donc, l'essentiel des thématiques que nous abordons dans nos différents webinaires puisent leur force et leur origine, n'est-ce pas, dans les programmes de certification. Je crois que lors des inscriptions à ce webinaire, on vous a proposé quelques programmes de certification qui tournent autour de la thématique du jour, notamment la conformité. Et pour ceux qui ont manifesté un intérêt par rapport à ces programmes de certification qui sont animés ou organisés, ou la formation est organisée par IPE, Centre de formation professionnelle, vous serez contacté par le service client de IPE. Donc, il y a des certifications dans la conformité réglementaire, il y a des certifications dans la lutte anti-blanchiment, il y a des certifications dans le KYC, Know Your Customer, il y a des certifications complètes dans le domaine de la conformité de manière générale qui intègrent tous ces concepts avec le FATCA, avec les sanctions réglementaires et beaucoup d'autres notions, notamment les embargos et autres, qui peuvent être très intéressants pour vous. Et ce que le consultant du jour va aborder, n'est-ce pas, puise son origine dans l'un de ces programmes de certification, notamment le CCS, Certified Compliance Specialist, qui est un programme de certification complet en conformité, délivré par GECB. Vous avez également le CCM, qui est délivré par GCI, programme de certification complet, beaucoup plus robuste et plus coûteux aussi, le CCM, mais l'alternative moins coûteuse, mais avec pratiquement le même contenu, c'est le CCS, spécialiste certifié en conformité. Mais si vous souhaitez
n'est-ce pas, vous certifier sur des aspects de la conformité, notamment la lutte anti-blanchiment, conformité réglementaire, le KYC et d'autres aspects, les sanctions et autres, et même le FATCA. Il y a également des certifications spécifiques, n'est-ce pas, pour ces différents aspects de la conformité. Donc, ceci dit, en guise d'introduction, je vais sans plus tarder passer la parole à notre consultant du jour qui a bien voulu, n'est-ce pas, partager ses connaissances, partager son savoir-faire et son expérience dans le domaine de la conformité avec vous aujourd'hui, dans le cadre du partage de connaissances engagé à travers le réseau Audit Connect. Et n'oubliez pas que demain, vous aussi, vous êtes invité, n'est-ce pas, si vous avez une compétence reconnue dans un domaine ou une expérience poussée dans un domaine et vous souhaitez partager gracieusement, bien entendu, avec d'autres professionnels à l'échelle du continent, avec le réseau que nous avons mis en place, vous pouvez tout simplement nous contacter, les administrateurs du réseau Audit Connect, et on se fera un plaisir, n'est-ce pas, d'organiser une table comme celle-ci pour que vous puissiez enrichir vos pairs avec ce que vous savez. Vous savez, quand on acquiert des connaissances, si on ne les partage pas, ça meurt. Et qui partage les connaissances s'enrichit. Pour ceux qui sont dans le domaine de la formation, du consulting, vous le savez parfaitement. Donc, je vous invite, tous ceux qui sont membres du réseau Audit Connect à, n'est-ce pas, parce que tout le monde a une compétence et tout le monde a des connaissances que d'autres aimeraient avoir. Donc, identifiez les domaines sur lesquels vous pensez que vous avez une compétence spéciale et que vous pouvez enrichir d'autres. Et n'hésitez pas à contacter l'un des administrateurs de Audit Connect pour proposer une thématique. Et nous allons voir, en fonction de votre CV, si on peut vous mettre en avant dans le cadre, n'est-ce pas, d'un webinaire comme celui-ci. Bien entendu, c'est à titre gracieux. Et je remercie donc M. Eric Wandi qui a bien voulu accepter de partager ce qu'il sait, n'est-ce pas, de la thématique de ce jour avec vous. Donc, sans plus tarder, je vous présente M. Eric Wandi qui va partager, comme je viens de le dire, ses connaissances ce jour et qui va présenter ce webinaire. Eric Wandi, tu as la parole, s'il te plaît. Allô? Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Oui, je t'entends parfaitement. J'espère que les autres aussi. OK. Donc, si tu m'entends, je suppose par déduction que le panel et les autres participants également me suivent. Alors, bonsoir une fois de plus à toutes et à tous. Merci pour le temps que vous avez accordé ce jour pour justement me permettre ou me donner l'opportunité ici de partager avec vous quelques connaissances, quelques notions, comme M. Eric Camille le disait tout à l'heure, sur les questions de conformité réglementaire, okay, qui est une question qui devient de plus en plus exigeante de nos jours dans le milieu financier, dans les institutions financières et bancaires. On l'a vu, plusieurs organisations, plusieurs entreprises, okay, ont subi des sanctions, ont subi des pénalités, justement pour défaut de conformité réglementaire. Okay? Donc, c'est de dire ici toute la nécessité et toute l'importance de cette compétence ou la maîtrise efficace des notions de conformité pour les professionnels de la banque de manière spécifique et de manière un peu plus globale pour tous les acteurs des métiers de contrôle, je dirais en l'occurrence l'audit, les managers même, sur les questions de conformité. Donc, le webinaire de ce jour va mettre justement l'accent ici
sur la mise en place d'un programme de conformité réglementaire efficace. Okay? On va donc voir les différentes étapes, ou tout au moins les démarches appropriées pour mettre en place un programme de conformité efficace qui va permettre déjà à l'organisation de maîtriser ses risques de conformité et encore mieux d'assurer la pérennité, on va dire, et surtout la confiance accordée à ses activités vis-à-vis de ses parties prenantes, vis-à-vis de ses partenaires. OK. Alors, en guise de programme de ce webinaire, qui va être assez synthétique, ou tout au moins de manière très spécifique, on va aller ici à l'essentiel pour aborder justement les questions de conformité. On va parler ici de la compréhension des fondamentaux de la conformité réglementaire. C'est quoi la conformité réglementaire en réalité et quels sont ses fondements? La conformité réglementaire s'appuie sur quel guide, sur quel cadre et sur quelle référence pour pouvoir justement déployer ses activités et permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs de conformité, bien évidemment. On va voir de bout en bout, comme j'expliquais tout à l'heure, les différentes étapes ou les différents éléments qui concourent justement à l'élaboration d'un programme de conformité réglementaire. Et on va sortir avec les outils, ou tout au moins quelques outils, et les bonnes pratiques pour justement nous assurer que notre programme de conformité, tel qu'on l'a pensé, tel qu'on l'a élaboré, est efficace et permet à l'organisation de couvrir au mieux ses risques de conformité. Donc, on va aborder globalement la nécessité ou alors les objectifs de cette formation. Au final, il faudrait qu'on s'assure qu'au sortir de cette formation, les objectifs de départ, okay, au regard de vos orientations, au regard des questions liées à la conformité, sont atteints. Donc, on va identifier quelques objectifs qui vont vous permettre davantage de renforcer vos connaissances ou de renforcer vos acquis au regard de cette formation. Ensuite, on va parler de l'importance de la conformité réglementaire dans le secteur financier. Quelle est la place que doit avoir la fonction du département de conformité dans le secteur financier et surtout quelles sont les exigences des régulateurs vis-à-vis de cette fonction, vis-à-vis de cette compétence. Alors, je vais prendre le soin ici de me présenter tout au moins avant de débuter effectivement le webinaire. Donc, je suis M. Eric Wandi. Certainement, il y en a parmi vous qui doivent me connaître à travers le réseau de professionnels d'audit et des métiers de conformité, on va dire, comme Eric Kamini l'a précisé tout à l'heure, via notre réseau Audit Connect. Je suis consultant senior sur les questions d'audit de gouvernance des risques de conformité, certifié CFCM, Certified Financial Risk Manager. C'est une certification que je vous recommande fortement pour tous les professionnels des métiers de la finance, notamment ici les banques et les assurances, qui va vous donner un certain niveau de compétences poussées, un certain niveau de compétences très avérées sur les risques financiers. Comment gérer efficacement les risques financiers au sein des institutions financières. Je suis également par ailleurs certifié CCS, Certified Compliance Specialist, comme Eric tout à l'heure l'a souligné. C'est une certification délivrée par GECB qui développe les compétences sur les questions de conformité réglementaire, bien évidemment, auprès des institutions financières. Et récemment certifié CCME, Certified Compliance Management Expert, qui met davantage l'accent sur la capacité des managers ou des directeurs de la conformité à assurer efficacement leurs fonctions et surtout le rôle qu'ils doivent jouer entre la direction générale et la place que doit occuper le département de la conformité au niveau du conseil d'administration. Donc, on met plus l'accent sur l'approche fonctionnelle de la fonction de conformité. Par ailleurs, consultant et formateur chez l'Institut
Professional of Excellence, IPE, sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions d'audit, de gestion des risques et de conformité. Et enfin, d'un directeur de mission chez Global Elite Conseil, qui est ici un cabinet qui accompagne les organisations et les entreprises dans le déploiement de leur système de management de façon globale. Donc voilà, en quelques mots, M. Eric Wandji, ma modeste personne, qui va prendre le soin de vous entretenir tout au long de ce webinaire. Donc, en gros, les objectifs visés à travers ce webinaire, c'est justement de vous permettre de comprendre les principes fondamentaux de la conformité réglementaire dans le secteur financier. Quand on parle de conformité réglementaire, ça renvoie à quoi? Quelles sont les activités, quels sont les rôles qui sont attendus d'un département ou d'un service de conformité réglementaire? C'est de pouvoir acquérir les connaissances nécessaires pour mettre en place un programme de conformité. Parce que c'est votre programme de conformité qui va vous permettre de vous donner une assurance raisonnable que les risques de conformité auxquels l'organisation est exposée sont suffisamment couverts. Ça va vous permettre également d'apprendre à identifier les risques liés à la non-conformité réglementaire et à les gérer de manière proactive. Parce que l'une des conséquences de ces risques de non-conformité, c'est fortement les sanctions et les amendes qui peuvent être affligées à l'organisation par les régulateurs, aussi bien nationaux qu'internationaux. Il sera question également ici, à travers ce webinaire, d'explorer les meilleures pratiques et les outils disponibles pour assurer la conformité réglementaire dans le secteur financier. Également, de développer les compétences nécessaires pour collaborer efficacement avec les régulateurs et les organismes de contrôle. Parce qu'en matière de conformité réglementaire, le responsable de la conformité est cette personne-là qui sert de courroie, qui sert d'intermédiaire entre l'organisation et les régulateurs. En fonction donc de votre zone ou de votre sphère géographique, les régulateurs peuvent varier d'un pays à l'autre, d'une organisation à une autre. Il faudrait donc simplement qu'ils puissent avoir une courroie de transmission en termes d'informations, en termes de données sur lesquelles l'entreprise ou l'organisation se doit d'être conforme. Il serait également question de comprendre l'importance de mettre sur pied une culture de conformité au sein de l'institution financière et bien évidemment d'évaluer son impact sur la réputation de l'organisation et la pérennité à long terme, ou tout au moins à très long terme. Parce que l'idée derrière le fait tout au moins de mettre sur pied une culture de conformité, ça va permettre à l'organisation de renforcer ses dispositifs de conformité, de sensibiliser toutes les parties prenantes avec lesquelles l'organisation interagit et notamment ses collaborateurs ou tout au moins les employés ou les opérationnels qui constituent la première ligne de défense en matière de conformité. Donc voilà en gros quelques objectifs qui, au sortir de ce webinaire, vont vous permettre d'acquérir ou tout au moins d'apprendre, d'apprendre quelques notions liées à la conformité réglementaire. Ensuite, on va parler de l'importance de la conformité réglementaire dans les institutions financières. Quelle est la place que doit occuper la conformité réglementaire? Quelle est l'importance que l'organisation, ou tout au moins le top management, doit accorder à la fonction ou au département de la conformité réglementaire? Donc, mettre sur pied une fonction ou un département de conformité réglementaire a pour objectif ici le respect des lois et des réglementations sur lesquelles l'entreprise doit pouvoir évaluer et surtout maîtriser ses activités ou ses opérations de manière quotidienne. Donc, il y a des lois, il y a des réglementations qui s'appliquent aux entreprises, aux institutions financières qui doivent respecter de manière scrupuleuse. Et c'est le rôle ici du département de la conformité réglementaire de veiller à ce que ces lois sont respectées
et que toutes les réglementations ou normes qui s'appliquent à ce secteur d'activité sont respectées. Il sera question également, à travers la conformité réglementaire, de prévenir les actions liées au blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. À travers la conformité réglementaire, on doit pouvoir évaluer efficacement le niveau de conformité de l'organisation par rapport aux risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Donc, plus loin, on va voir quelques outils qui vont nous permettre justement d'anticiper ou de prévenir ces risques liés au blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est également important de mettre sur pied un département au service de la conformité réglementaire pour nous assurer que les risques opérationnels sont suffisamment couverts et sont suffisamment maîtrisés. Okay? Les risques justement liés à la maîtrise des pratiques, à la maîtrise des textes et des exigences réglementaires au niveau opérationnel. C'est-à-dire que la première ligne de défense, est-ce qu'ils ont connaissance des risques inhérents à leur activité? Est-ce qu'ils sont sensibilisés et formés sur ces différents risques-là? Et comment est-ce que l'organisation déploie des stratégies ou met en œuvre des actions justement pour s'assurer que ces différents risques opérationnels sont couverts, que ces risques opérationnels sont maîtrisés. Et l'importance de la conformité réglementaire concourt également à donner un niveau de confiance aux parties prenantes, notamment aux clients. Parce que si une entreprise ou si les clients d'une organisation ont l'assurance que cette organisation est assez exigeante au niveau de certains textes ou au niveau de certaines lois qui encadrent son domaine, son secteur d'activité, ça va apporter plus de confiance, plus d'assurance auprès de ses clients, et leur permettre justement de développer ou d'accroître les transactions et les activités avec l'organisation. Et la conformité réglementaire sera également ici le lieu ou le point sur lequel les collaborateurs doivent, notamment le responsable de la conformité, le directeur de conformité, interagir efficacement avec les régulateurs. Donc, je l'ai précisé plus haut, c'est la principale courroie qui interagit avec le régulateur ou les différents régulateurs de l'organisation et le top management ou la direction de l'organisation. On va donc voir comment est-ce que le responsable de la conformité doit interagir, doit échanger, doit discuter avec ces régulateurs pour pouvoir s'assurer que l'organisation reste conforme pour ce qui est des textes, pour ce qui est des lois qui s'appliquent à l'organisation. Alors, comprendre les fondements de la conformité réglementaire. En gros, il faudrait déjà comprendre qu'est-ce que la conformité réglementaire, puisqu'on en parle, ça devient un fait d'actualité. Vous devez certainement le savoir. Il y a des institutions financières qui ont subi des sanctions il n'y a pas très longtemps sur justement le non-respect des exigences liées à la conformité réglementaire. Et donc, la conformité réglementaire se réfère à la conformité aux lois, réglementations et normes applicables dans le secteur financier. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de textes, il y a un ensemble de lois auxquelles les organisations, les entreprises du secteur financier doivent être soumises ou doivent être exposées. Et le rôle ici de la conformité réglementaire, c'est justement de veiller de manière efficace que ces lois déjà existent au sein de l'organisation et surtout qu'elles sont appliquées telles que recommandées, telles que préconisées par les régulateurs et qui peuvent être, comme j'ai dit tout à l'heure, nationaux ou internationaux. À travers la conformité réglementaire, il s'agit également d'un ensemble de règles et procédures que les institutions financières doivent suivre pour assurer la transparence, la sécurité et la protection des clients, ainsi que pour prévenir les risques liés aux activités illicites. Justement, à travers la conformité réglementaire, ça donne à une organisation un niveau d'assurance sur la transparence de ses opérations. Ça donne un niveau de protection des informations fournies par les clients. On va voir plus loin quelques exigences par rapport au respect
les informations à caractère privé et qui sont assujettis à ces différentes institutions pour ce qui est de la conformité réglementaire. On parle plus souvent de la réglementation RGPD, qui est une réglementation qui met l'accent sur la capacité justement des organisations à maîtriser leurs risques ou à protéger les données ou les informations à caractère personnel de leurs clients. Et bien évidemment, à prévenir les risques liés aux activités illicites, qui sont notamment ici les cas de fraude, les cas, comme on l'a dit précédemment, de blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Donc, la conformité réglementaire vise également à garantir que les institutions financières respectent les exigences légales et réglementaires, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la protection des données, la gouvernance d'entreprise et la gestion des risques. Au-delà de veiller, au-delà de nous assurer d'une transparence efficace au sein des activités de l'organisation, tout au moins par rapport aux transactions qui sont faites au sein de l'organisation, on doit également, à travers la conformité, évaluer le niveau de gouvernance de l'entreprise. Quelle est la place ou alors quel est le rôle de la gouvernance pour assurer l'efficacité d'un processus de conformité? Quel est le soutien qu'apporte la gouvernance, le top management à l'organisation pour déployer ces stratégies de conformité et renforcer efficacement la maîtrise de ces risques de conformité? Également, on parle ici de notions de gestion des risques liés à la conformité réglementaire, qui sont des risques assez significatifs pour les organisations qui évoluent dans le secteur de la finance. Donc, en gros, la conformité réglementaire vise justement ici à s'assurer que l'entreprise, que l'organisation reste en phase, reste en conformité, excusez la tautologie, avec tous les textes réglementaires qui sont assujettis à cette organisation. Bon, on va le voir, ça peut être des textes liés justement au GAFI, qui est le groupe d'action financière, qui élabore ici justement des textes et des lois sur lesquelles les institutions financières doivent s'appuyer pour mener à bien et mener efficacement leurs activités. Il y a également les accords qui sont signés par les institutions internationales, notamment les accords de Bâle III, pour mettre en exergue ici les lignes directives auxquelles les organisations et les institutions financières doivent se conformer pour être en phase, pour être en conformité avec leur secteur d'activité. Donc, quels sont les principaux textes réglementaires applicables au secteur financier? On l'a dit, on est conforme parce qu'on respecte certaines lois, certains textes réglementaires. Maintenant, en fonction de votre secteur géographique, les lois peuvent être différentes. Sauf que, malgré tout, il y a des lois qui s'appliquent de manière globale à l'ensemble des activités, peu importe votre sphère géographique. On parle donc ici des lois nationales, en fonction de votre positionnement géographique, en fonction de votre pays. Il y a des lois, il y a des textes qui s'appliquent à votre secteur d'activité, à votre activité de manière spécifique. On a des réglementations internationales auxquelles l'organisation doit se conformer. Je parlais ici notamment de la GAFI, qui élabore des textes, des recommandations, on va dire, sur lesquelles ils évaluent la conformité des institutions financières et bancaires. Ensuite, on a les régulateurs nationaux qui doivent veiller à ce que les institutions financières respectent les exigences et les lois qui doivent s'appliquer du point de vue local aux activités justement de ces institutions financières, notamment les banques et les assurances. Le principal objectif ici, justement pour ces professionnels, notamment le responsable de la conformité réglementaire, c'est de veiller à ce que toutes ces lois, toutes ces réglementations, aussi bien nationales qu'internationales, sont comprises déjà par l'organisation, sont appliquées par l'organisation et surtout veillent à ce que tous les parties prenantes
l'ensemble des employés, les collaborateurs s'imprègnent efficacement de ces différents textes, de ces différentes lois. Et quel est dans le rôle et les responsabilités des professionnels de la conformité. Donc, professionnels de la conformité, ça vous exige un certain niveau de compétence, un certain niveau de compétence, justement pour pouvoir couvrir les risques de conformité. Donc, le responsable de la conformité, le professionnel de la conformité, doit mettre sur pied un dispositif de surveillance des réglementations. Déjà, il va falloir les identifier, c'est-à-dire quels sont les textes et les lois sur lesquels notre organisation est exposée, dépendamment de chaque régulateur, soit c'est un régulateur local ou national. On doit identifier tous ces textes réglementaires, les régulateurs internationaux, quelles sont les lois et les textes, et surtout les plus actuels. C'est l'une des exigences également, c'est de mettre à jour notre programme de conformité. On doit pouvoir identifier tous ces textes réglementaires et toutes ces lois. Ensuite, il sera question pour le professionnel de la conformité, d'élaborer les politiques et les procédures qui doivent s'appliquer à notre organisation en fonction des différents textes et des différentes réglementations qui s'appliquent à nous. Donc, quelles sont les politiques sur lesquelles on va déployer nos activités en matière de conformité? Quelles sont les procédures qu'on va mettre en place et comment on va sensibiliser les collaborateurs, on va sensibiliser les employés sur le strict respect de ces politiques et procédures. Et les professionnels de la conformité, justement, doivent pouvoir déployer ou élaborer des stratégies, justement, de formation et de sensibilisation. Comment est-ce qu'on va procéder? Est-ce qu'on va le faire à travers des ateliers au sein de l'organisation qu'on va organiser soit de manière mensuelle, soit de manière trimestrielle, ou alors est-ce qu'on va le faire, ces différents ateliers de formation, lors des réunions, peut-être à travers des réunions mensuelles ou hebdomadaires, où on aura des points dédiés justement à la sensibilisation des parties prenantes sur les questions de conformité réglementaire. Donc, il faudra donc déployer une approche, déployer une stratégie pour laquelle on va de manière quotidienne ou de manière permanente sensibiliser les collaborateurs, sensibiliser les employés sur les exigences de conformité. Ça peut être même à travers le journal d'entreprise. S'il y a un journal d'entreprise qui existe, on peut rédiger des articles ou des points particuliers sur lesquels on souhaiterait avoir un niveau de maîtrise et un niveau de connaissance vis-à-vis des collaborateurs. Et les professionnels de la conformité se doivent également de travailler en étroite collaboration avec les auditeurs et pour pouvoir permettre de renforcer justement les dispositifs de contrôle vis-à-vis des textes réglementaires et des lois qui s'appliquent à l'organisation. Donc, ils doivent pouvoir faire des contrôles a priori, des audits. OK? Est-ce que les procédures et les politiques qu'on a élaborées sont compris par les opérationnels ou par les parties prenantes? Est-ce qu'ils les appliquent tels que prévus? Et si oui ou sinon, quels sont les écarts ou quelles sont les raisons pour lesquelles ils ne parviennent pas à appliquer efficacement ces politiques et ces procédures? On va donc identifier les insuffisances, on va identifier les manquements et on va formuler justement des recommandations pour permettre que l'applicabilité de ces politiques et procédures se fasse de manière efficace et de manière permanente. Parce que la conformité, c'est un processus qui se veut être continu au sein de l'organisation. Ensuite, les professionnels de la conformité se doivent d'assurer l'interaction avec les régulateurs. Okay? On doit pouvoir intervenir, on doit pouvoir être sollicité, ou tout au moins nous-mêmes solliciter les régulateurs quand il y a des nouvelles lois qui s'appliquent à notre secteur d'activité, quand il y a des nouvelles exigences qui s'appliquent à nous, et à travers donc cette interaction, on va sensibiliser nos collaborateurs en interne, sensibiliser
les parties prenantes sur la compréhension déjà de ces nouveaux textes et de ces nouvelles lois-là qui s'appliquent à nous. Et donc, les professionnels de la conformité doivent véritablement être la courroie d'interaction entre les régulateurs et l'entreprise, l'organisation de manière globale. Et donc, comment élaborer efficacement votre programme de conformité réglementaire? Okay. Vous êtes nouvellement promu au poste de responsable de la conformité, où vous avez des exigences pour élaborer votre programme de conformité qui va courir sur un exercice ou sur des exercices en fonction de la structure organisationnelle, en fonction du volume des transactions et des activités. Comment vous allez donc procéder à l'élaboration de votre programme? Déjà, il sera question ici d'analyser les risques et identifier les obligations réglementaires spécifiques qui s'appliquent à nous. Donc, on va faire ce qu'on appelle une cartographie des risques liés aux exigences de conformité. Okay? On va les identifier, on va les hiérarchiser pour évaluer les priorités des risques sur lesquels on va mettre l'accent en termes d'évaluation, en termes de revue. Donc, on va donc identifier, hiérarchiser et surtout évaluer les risques de conformité qui s'appliquent à l'organisation. Okay? Une fois donc qu'on les a évalués, on va les intégrer en fonction de leur probabilité d'occurrence et en fonction de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les activités de l'organisation. Et l'un des risques les plus significatifs en matière de conformité réglementaire, c'est le risque notamment lié au blanchiment d'argent. Est-ce que nous sommes en conformité avec les textes liés au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, par rapport aux nouvelles lois éditées par les régulateurs internationaux? On a parlé de la GAFI tout à l'heure. On a parlé, comment on appelle, des accords de Bâle sur ces différentes questions-là. Et est-ce qu'on est en phase avec justement les actions ou les activités liées au processus de financement du terrorisme par rapport aux transactions qui s'opèrent au sein de l'organisation et l'analyse qui doit être faite? On va également ici évaluer les risques de fraude qui peuvent survenir pour la défaillance liée au processus de conformité, liée aux exigences de conformité qui ne sont pas respectées au regard de l'organisation. Si la sensibilisation n'est pas faite de manière efficace au niveau de la première ligne de défense, et de façon globale au sein de l'organisation, ça peut donc générer des situations ou des cas sur lesquels les parties prenantes peuvent perpétrer des actes de fraude. Ensuite, on va évaluer les risques liés à la protection des données. On l'a dit, les institutions financières, notamment les banques, collectent un niveau important d'informations ou des données sur leurs clients. Et on parle ici généralement pour la plupart des données à caractère privé. Il faudrait également mettre sur pied des dispositifs ou des mécanismes pour évaluer et surtout couvrir ces risques, les risques liés à la protection des données, qui obéissent ici à une réglementation, comme je disais tout à l'heure, la réglementation RGPD, qui met en exergue ici certains points sur lesquels les organisations doivent veiller, les organisations doivent s'assurer qu'ils sont conformes par rapport à ce référentiel, par rapport à cette réglementation, surtout au niveau de la protection des données à caractère privé. Après d'avoir évalué efficacement les risques liés justement au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, les fraudes et les risques par rapport à la protection des données, on va identifier les obligations réglementaires spécifiques par rapport à notre secteur d'activité, tant que soit banque, soit assurance, soit organisation d'investissement. Quelles sont les obligations réglementaires qui s'appliquent à nous? Est-ce des réglementations ou des obligations liées à la lutte contre le blanchiment d'argent? Si oui, il faudrait qu'on puisse les identifier, toutes ces obligations-là, de manière spécifique à notre secteur d'activité.
parce que une réglementation ne s'applique pas de façon générale à toutes les organisations. On doit pouvoir l'adapter, on doit pouvoir mettre en exergue certaines spécifications de ces réglementations-là par rapport à notre contexte, en fonction de la taille de l'organisation et de manière globale, pour pouvoir permettre au final de maîtriser les risques et les obligations réglementaires. On doit pouvoir également identifier les obligations réglementaires liées à la protection des données personnelles, puisqu'on a parlé tout à l'heure des risques par rapport à la protection des données de manière globale. Ici, cette fois-ci, on parle plus spécifiquement de la protection des données à caractère personnel, notamment la réglementation RGPD. On doit s'approprier cette réglementation-là et identifier les points sur lesquels cette réglementation-là met l'accent par rapport à notre organisation, par rapport à notre secteur d'activité. Ensuite, on va identifier ici les obligations réglementaires spécifiques par rapport à la gouvernance d'entreprise. On l'a évoqué plus haut, quelles sont les orientations du top management, notamment du conseil, par rapport à la place qu'elle veut donner la fonction de conformité au département de la conformité. Quelles sont les obligations sur lesquelles qu'elle a définies, on va dire ça comme ça, pour s'assurer que la fonction ou les exigences de conformité sont déjà compris et qu'ils s'appliquent de manière efficace. On doit également tenir compte de la gouvernance d'organisation ou de l'entreprise vis-à-vis des exigences de conformité réglementaire. Et donc, dans le cadre de l'élaboration de notre programme de conformité, après avoir analysé les risques et identifié les obligations de conformité telles qu'on l'a vu, on doit mettre en place un cadre de gouvernance solide pour les activités ou pour la fonction de conformité. Ici, en matière de gouvernance, il sera simplement question de définir les rôles et les responsabilités associées justement à la fonction conformité. Quels sont les rôles attendus d'un manager, quels sont les rôles attendus de manière spécifique à la fonction conformité au sein de l'organisation. Et c'est le top management, notamment le conseil, de par l'orientation stratégique, de par sa vision qu'elle veut donner à l'organisation par rapport aux risques de conformité ou les risques ou les activités liées à la conformité de manière globale. Elle va donc définir les rôles et les attentes vis-à-vis des managers, vis-à-vis du service, le département de la conformité. Il sera donc question de désigner un responsable de la conformité, parce que si on estime que notre secteur d'activité, au regard des régulateurs, nous impose de créer ou de mettre sur pied une fonction ou un département de la conformité, pour être donc, en phase avec ces exigences réglementaires-là, du point de vue de la gouvernance, on va intégrer cette exigence en créant donc un poste ou une fonction de conformité au sein de l'organisation. Et comme on l'a vu précédemment, en spécifiant les rôles ou les activités à assigner justement à cette fonction, ou comme on entend entre guillemets le cahier de charges sur lequel le manager ou le responsable de la conformité doit s'appuyer pour conduire de manière efficace ces opérations. Ensuite, en matière de gouvernance solide à mettre en place, il faudrait qu'il y ait une implication de la direction générale. Il faudrait que la fonction du département de conformité ait le soutien, la direction générale dans le déploiement de ces activités et surtout dans la place qu'elle va donner justement à la fonction conformité au sein de l'organisation. Parce que s'il n'y a pas cet accompagnement, s'il n'y a pas ce soutien-là, on ne pourra pas efficacement élaborer notre programme de conformité. Puisqu'en réalité, le programme de conformité n'est rien d'autre ici que l'ensemble des activités sur lesquelles la fonction conformité va mener ses activités sur une période bien définie. Comment est-ce qu'on va procéder? Quels seront nos besoins en termes de ressources, en termes de budget pour mener à bien nos activités? Et donc, il faudrait qu'il y ait l'implication, il faudrait qu'il y ait le soutien de la direction générale pour justement élaborer et mettre en place ce cadre de gouvernance solide pour déployer les activités de la conformité réglementaire. Il faudrait également
une collaboration avec les autres départements concernés, parce que en plus de la fonction conformité, il y a d'autres fonctions, il y a d'autres départements qui se doivent également de procéder à des activités liées à l'appréciation ou à l'évaluation des dispositifs de conformité. Notamment ici, on va parler de l'audit interne, qui est une fonction d'évaluation également des risques, du niveau d'exposition au risque de l'organisation et surtout de l'efficacité des dispositifs qui sont mis en place pour mitiger les risques. Et on parle donc des risques, on va également parler des risques de conformité. Comment l'audit, dans son déploiement, collabore avec le département conformité pour s'assurer que, de manière globale, les risques de conformité sont maîtrisés au sein de l'organisation. En plus, dans l'audit, on a la fonction ou le département de gestion des risques en lui-même. Est-ce que dans l'évaluation et l'identification des risques de manière macro, on a intégré des risques de conformité? Et comment est-ce que le département de la conformité doit collaborer et interagir avec le département de gestion des risques pour qu'il n'y ait pas ici des doublons dans les activités? OK? Il faudra donc définir une collaboration ou un environnement de travail, on va dire, propice sur les activités de la conformité afin de renforcer l'efficacité de l'organisation pour ce qui est de la maîtrise des risques de conformité. Par ailleurs, il sera également question ici, dans le cadre de la mise en place du cadre de gouvernance, d'établir une structure de gouvernance efficace. Et ça va passer par la création d'un comité de conformité. Parce que si l'organisation se veut être conforme au regard des activités de l'entreprise ou l'Institut, okay, il faudrait que le ton vienne du haut, il faudrait que le soutien, comme on l'a vu précédemment, vienne de l'instance la plus avérée, la plus haute de l'organisation. Et donc, procéder à la création d'un comité de conformité qui va répondre auprès du conseil d'administration sur toutes les questions liées à la conformité réglementaire. Il faut également souligner ici que pour que la fonction conformité puisse se déployer de manière efficace et surtout puisse être épanouie, il faudrait qu'elle soit fonctionnellement rattachée au comité de conformité ou tout au moins au conseil d'administration. S'il n'y a pas ce rattachement fonctionnel-là, la place du comité, la place de la fonction conformité au sein de l'organisation peut ne pas être perçue à sa juste valeur. Donc, il faudrait déjà qu'il y ait un rattachement hiérarchique avec la direction générale pour tout ce qui est du soutien, l'accompagnement de la direction. On a parlé des budgets tout à l'heure. On a parlé de la mise à disposition de l'équipe ou des ressources humaines qui vont concourir à permettre au déploiement du service ou du département conformité et de manière plus stratégique, permettre à la fonction conformité de pouvoir avoir un rattachement fonctionnel avec le conseil d'administration via le comité de conformité. Donc, là également, c'est la mise en œuvre d'un cadre de gouvernance efficace et surtout solide. Et quelles seront donc les activités sur lesquelles la fonction, le responsable de la conformité va agir vis-à-vis du comité de conformité? Donc, ce sera fait donc à travers des réunions régulières pour évaluer le niveau d'efficacité opérationnelle et même stratégique de la fonction conformité dans son déploiement. Est-ce qu'elle s'emploie de manière efficace? Est-ce qu'il y a des insuffisances ou des blocages dans le déploiement de son programme de conformité? Est-ce qu'il y a des ingérences même dans les activités de la fonction conformité? C'est à travers donc des réunions régulières établies entre la fonction conformité et le responsable de la conformité avec le comité de conformité qui va permettre de lever ces insuffisances-là et surtout renforcer efficacement les rôles et la fonction de la conformité. Et donc, pour évaluer efficacement les activités de la conformité, il sera question de mettre également en place ici un système de reporting qui est ici une sorte de documentation de reports réguliers qui doivent peut-être adresser à la fois à la direction générale
et au comité d'administration, il y a le comité d'audit, sur la maîtrise des risques liés à la conformité réglementaire. Est-ce que l'organisation est suffisamment couverte au regard des risques de conformité qui lui sont assujettis? Est-ce que le programme de conformité est déployé efficacement tel que validé? Parce que ce programme également doit être approuvé et validé. Est-ce que la pension conformité respecte son cahier de charges tel qu'il a été proposé ou alors tel qu'il a été établi par l'instance, la plus haute instance, notamment le conseil? Et est-ce qu'il a le soutien véritable de la direction générale? Donc, ça, à travers la mise en place de ce système de reporting qui va relever à la fois toutes ces différentes insuffisances ou encore mieux, la valeur ajoutée dans la maîtrise des risques de conformité. Donc, la mise en place d'un cadre de conformité solide va tourner autour ici de la création d'un département ou d'une fonction de conformité qui doit avoir globalement le soutien de la direction générale et une collaboration franche et saine avec les autres métiers d'assurance. Parce qu'en plus de la conformité, on l'a cité, il y a l'audit qui est notre fonction d'assurance qui peut contribuer ou collaborer efficacement avec la fonction conformité. Il y a les risques management ou même les fonctions de contrôle interne. Et par la suite, il faudra établir une structure de gouvernance robuste, déjà en créant un comité de conformité au sein du conseil d'administration qui va nous répondre de toutes les questions liées à la conformité réglementaire auprès du conseil et surtout apporter le soutien des activités de la fonction conformité auprès du conseil, du conseil d'administration à travers les tenues de réunions régulières. Quels sont les enjeux de ces réunions? C'est justement d'interpeller les parties prenantes sur les activités de conformité et surtout sur la maîtrise des opérations et des risques de conformité. Et par la suite, on va établir et mettre en place un système de suivi des activités ou un système de reporting qui va nous donner une traçabilité et une visibilité sur les activités et les opérations liées à la conformité réglementaire. Après avoir donc défini notre cadre de gouvernance sur les questions de conformité, un cadre de gouvernance suffisamment solide pour mettre en exergue, mettre en place le processus de conformité ou le programme de conformité de manière pertinente, il sera question également de développer des politiques et procédures internes conformes justement aux exigences des lois et des réglementations qui s'appliquent à nous. Donc, il va donc falloir élaborer des politiques qui seront faites par le responsable de la conformité réglementaire. Il va donc développer les politiques de conformité claires et concises qui seront facilement claires pour permettre justement que ce soit facilement implémenté et surtout facilement compréhensible par les parties prenantes. Une communication à l'ensemble du personnel sur ces politiques et procédures de conformité. Donc, on doit communiquer sur les politiques, sensibiliser le personnel sur les exigences de conformité. Par ailleurs, on va établir des procédures opérationnelles au niveau des fonctions de la première ligne de défense. Parce qu'on le sait, la première ligne de défense est la ligne la plus, j'ai envie de dire, fragile pour ce qui est des activités ou des transactions au niveau des institutions financières. C'est-à-dire que c'est la première ligne qui peut soit permettre de renforcer notre système de conformité, soit alors le rendre inefficace. Okay? Et pour le rendre efficace, il faudrait que les activités soient suffisamment orientées vers cette première ligne de défense-là, les activités pour leur permettre de connaître et de comprendre déjà leur rôle, le rôle qu'ils ont à jouer au niveau des exigences, au niveau de la connaissance des notions de conformité réglementaire. Donc, quelles seront les exigences et les attentes en termes de due diligence des clients? Comment est-ce qu'on va sensibiliser nos clients à s'assurer, à eux-mêmes déjà dans un premier temps,
respecter les exigences de conformité de l'institution financière. Puisqu'on le sait, pour créer un compte, par exemple, s'il faut l'illustrer, on sollicite, on demande des informations à caractère privé, votre plan de localisation, vos documents personnels, CNI et autres. Maintenant, si le client ne fournit pas ces informations-là, ou même l'origine de vos fonds, qui sont également des informations nécessaires pour justement identifier déjà les risques liés au blanchiment d'argent. S'il n'arrive pas à fournir ces différentes informations et que malgré tout, l'agent de caisse ou alors le gestionnaire de compte valide ou opère la transaction, ce sera déjà un niveau d'exposition de l'organisation par rapport au risque de conformité qui sera celui du risque lié au blanchiment d'argent. Si le client n'arrive pas à justifier l'origine de ses fonds au démarrage d'une transaction. Ensuite, au niveau opérationnel, en termes de procédure, il sera question de mettre sur pied un plan de surveillance des transactions. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va surveiller les transactions au niveau de l'entrée des opérations de l'institution financière ou la banque. Quelles seront les checklists à mettre en place pour s'assurer qu'une transaction est conforme, pour s'assurer qu'une transaction répond aux exigences de conformité, par exemple, de création de compte. Okay? Est-ce que les agents opérationnels sont formés sur la maîtrise de ces exigences de conformité-là? Est-ce qu'ils sont régulièrement sensibilisés par la fonction conformité sur ces exigences? On va donc mettre sur pied un dispositif ou un mécanisme de surveillance à l'entrée au niveau des premières lignes de défense, au niveau opérationnel. Et par ailleurs, on va également mettre sur pied un dispositif de signalement des activités suspectes. C'est-à-dire quand vous êtes à la première ligne de défense et que vous estimez qu'une transaction effectuée par un client peut s'avérer être suspecte, comment est-ce que vous, à votre niveau, vous lancez l'alerte? Ou comment est-ce que vous, à votre niveau, vous interpellez les parties prenantes qui doivent prendre le relais, qui doivent évaluer efficacement la nature ou l'activité suspecte. Il faudrait donc qu'on mette au niveau opérationnel des dispositifs de signalement pour justement identifier et maîtriser les activités suspectes effectuées par les clients. Donc, c'est l'ensemble de politiques et procédures qui doivent permettre de venir davantage renforcer l'efficacité de la maîtrise des risques liés au blanchiment d'argent déjà de manière globale et de manière spécifique des risques de conformité réglementaire. Ça se fait donc à travers l'élaboration des politiques de conformité, à travers l'élaboration des procédures opérationnelles dans le suivi et la gestion des transactions. Et après avoir élaboré ces politiques et procédures, aussi bien au niveau stratégique opérationnel, l'une des activités intégrées dans notre programme de conformité qui est, j'ai envie de dire, suffisamment importante, est ici la formation et la sensibilisation du personnel à la conformité réglementaire. On doit former, on doit sensibiliser de manière continue le personnel sur ces exigences de conformité. Donc, on doit dispenser des formations régulières. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se faire à travers des ateliers ou définir une période au cours de laquelle, de manière systématique, ces séances de formation doivent se tenir et l'intégrer, de sorte à pouvoir l'intégrer dans les activités des autres parties prenantes ou des autres départements. Donc, si on se dit, tous les 15 du mois, on doit avoir une journée dédiée justement à la formation ou à la sensibilisation du personnel sur les exigences de conformité. On l'intègre à l'ensemble des fonctions, à l'ensemble des entités, de sorte qu'on révise, on les interpelle sur des points spécifiques des aspects liés à la conformité réglementaire. Donc, il faut donc définir une approche pour pouvoir dispenser des formations régulières. Voilà. Après avoir dispensé les formations, il ne faudrait pas s'arrêter là. Il
faudrait qu'on s'assure effectivement que la formation telle qu'elle a été dispensée est maîtrisée par les opérationnels ou par l'ensemble du personnel. Donc, d'évaluer le niveau de maîtrise ou de mise en œuvre des notions ou des exigences de la conformité. OK? Ça peut se faire à travers des fiches. On peut concevoir, lorsque la conformité peut concevoir des fiches d'évaluation pour mesurer le niveau de compréhension et de maîtrise des risques de conformité. Déjà, comme on l'a dit, de manière plus significative, au niveau de la première ligne de défense, est-ce qu'ils ont parfaitement compris les enjeux de la conformité réglementaire? Est-ce qu'ils l'appliquent tel que recommandé au regard de la sensibilisation et des formations reçues? Donc, après la formation, on va procéder significativement à la sensibilisation, qui peut passer par la diffusion de communication régulière sur les risques, donc à travers les canaux de communication existants au sein de l'entreprise. J'ai pris l'exemple tout à l'heure du journal d'entreprise. Si on a un journal d'entreprise, on peut définir une périodicité ou une fréquence avec laquelle on va communiquer sur les risques de conformité auxquels l'entreprise est susceptible d'être exposée de manière fréquente. Ça peut être tous les lundis ou tous les mercredis ou vendredis. Et par la suite, nous assurer que cette communication-là a été comprise par les personnes destinataires de cette communication. Ça peut être également à travers les affichages sur le babillard ou sur les babillards de l'entreprise. Okay? Et interpeller le personnel et les sensibiliser de pouvoir se référer aux informations qui figurent sur le babillard sur ce qui est des risques de conformité. Ça peut être également à travers des réunions, j'ai dit tout à l'heure, lors des réunions mensuelles ou lors des réunions hebdomadaires, on peut avoir des points spécifiques sur lesquels on va parler des questions liées à la conformité réglementaire. OK? Donc ici, il est donc important, il est très important de former et de sensibiliser le personnel à la conformité réglementaire. Parce que la conformité réglementaire, en réalité, n'est pas le propre du service ou du département de la conformité. Non, ça concerne tout le monde, ça concerne tout le personnel de l'entreprise, au même titre que les risques auxquels l'organisation peut être exposée, au même titre que l'efficacité des dispositifs de contrôle qui sont mis en place justement pour mitiger ou pour maîtriser ces risques. Donc, il est donc capital, il est donc important de sensibiliser fréquemment et en continu l'ensemble du personnel sur ces risques-là. Et enfin, donc, il faudra promouvoir une culture de conformité, okay, de ce que chacun à son poste, chacun dans l'exécution de ses activités, avant de produire son livrable ou avant de transmettre son livrable, doit faire un autocontrôle sur le niveau de maîtrise ou sur le niveau de respect des exigences de conformité qui lui étaient assujetties. Donc, est-ce que j'ai été conforme par rapport à la transaction que j'ai effectuée? Est-ce que j'ai fait toutes mes vérifications de conformité? Est-ce que j'ai usé ou utilisé mes checklists de contrôle pour ce qui est l'identification des points de conformité? Donc, de promouvoir donc, à travers ces différentes activités, une culture de conformité, de sorte que ça entre dans les us et coutumes, ça entre dans les mœurs de l'organisation pour avoir une parfaite assurance, peut-être pas absolue, mais suffisamment raisonnable de la maîtrise des risques de conformité. Donc, après avoir sensibilisé et formé le personnel sur les questions liées à la conformité réglementaire, dans le cadre de l'élaboration de notre programme, il sera question ici de tenir compte de la gestion des incidents et des problèmes de non-conformité. C'est-à-dire que si malgré tout, tous les mécanismes, tous les dispositifs qu'on a mis en place ou qu'on a intégrés dans notre programme de conformité, les problèmes de non-conformité se produisent ou les risques d'incidents ou alors les incidents se produisent, qu'est-ce qu'il faut faire?
il va donc falloir procéder ou mettre sur pied un processus de signalement des incidents. C'est-à-dire quand vous avez connaissance d'un problème significatif par rapport au risque de conformité, comment est-ce que vous allez procéder pour faire le signalement? Donc, mettre en place un processus de signalement des incidents de non-conformité. Quand vous avez connaissance de la non-conformité, est-ce qu'il y a des boîtes, pas des boîtes à suggestions ici, mais des boîtes de signalement, disons ça comme ça, dans lesquelles vous allez pouvoir, sur lesquelles vous allez pouvoir mentionner de façon peut-être anonyme, OK, les cas de non-conformité que vous avez identifiés. Est-ce qu'il y a un canal de communication dédié à ce sujet, notamment une adresse mail spécifique qui va recevoir ces différents signalements de conformité? Est-ce qu'il y a une ligne téléphonique dédiée justement à lancer des alertes ou à signaler des incidents de non-conformité? Donc, il faudra donc mettre sur pied un tel processus pour renforcer justement la gestion des incidents et les problèmes de non-conformité. Par ailleurs, il sera question de faire des enquêtes et des remédiations. Donc, une fois donc qu'on a signalé l'incident ou la non-conformité significative, il faudra donc mener des enquêtes pour évaluer la conséquence ou l'impact de cette conformité-là sur les activités de l'institution. Est-ce que cette non-conformité nous expose à un risque important ou un risque significatif, dont la conséquence peut être ici une sanction, une pénalité ou même, comment on va dire, une suppression partielle d'une activité exercée par l'institution. Okay, on va donc mener des enquêtes plus approfondies pour comprendre déjà même les causes profondes qui ont permis de la survenance ou alors qui ont causé la survenance de cet incident. Ensuite, on va mettre en place des mesures correctives et des actions de remédiation. Une fois qu'on a identifié les causes, parce que l'idée ici, c'est de véritablement identifier les causes sous-jacentes ou les causes profondes de l'incident. Okay? On va donc formuler des recommandations ou des mesures correctives et des plans d'action qui vont venir ici justement permettre de ramener ou de réduire ce risque de non-conformité. Donc, ça peut être donc à travers l'interaction ou l'utilisation des outils d'identification des causes profondes que le manager ou le responsable de la conformité peut utiliser. Des outils notamment, c'est les 5 pourquoi, c'est-à-dire qu'il peut se poser 5 questions pour identifier la cause du problème. Pourquoi on a été exposé au risque de non-conformité réglementaire, notamment lié au blanchiment d'argent? Ça, ça peut être le premier pourquoi. Dans le second pourquoi, parce que pour répondre à ce pourquoi, parce que, comme on appelle le gestionnaire client, n'avait pas connaissance d'une procédure dédiée justement à un contrôle d'identification des clients. La réponse. Pourquoi donc on n'a pas été formé? L'une des réponses peut être parce que lors du processus de formation, alors lors des ateliers de formation, elle était en congé. Ça peut être une raison. Pourquoi, au retour de ces congés, elle n'a pas pris le soin de rattraper cet écart? Parce que peut-être elle n'avait pas connaissance des procédures qui s'appliquent à ces sujets pour justement rattraper l'absence des activités qu'elle n'a pas pu suivre lors de son absence. Pourquoi? Donc, on va donc remonter comme ça, pour s'interroger et identifier la cause profonde. Et à travers donc la cause profonde, on pourra donc formuler des mesures correctives pertinentes et prendre en compte ou mettre en œuvre des actions de remédiation suffisamment efficaces pour amener ce risque ou pour réduire efficacement ce risque. Donc, après avoir pris en compte chacune des étapes telles qu'on les a présentées dans le processus d'élaboration de notre programme de conformité, on va par la suite identifier quelques outils et bonnes pratiques pour permettre ou alors pour renforcer davantage la mise en œuvre de notre programme de conformité. Comment est-ce qu'on va nous y prendre? Quelles sont les bonnes pratiques en matière justement
d'élaboration d'un programme de conformité de manière efficace. Donc, on peut justement ici disposer d'outils technologiques par rapport au processus de gestion de la conformité. Donc, certaines organisations ont des outils applicatifs, ça peut être des logiciels, qui automatisent le processus de gestion de la conformité. Donc, à travers cet outil, vous collectez toutes les lois, tous les textes réglementaires qui s'appliquent à l'organisation et vous les paramétrer de sorte à pouvoir signifier les non-conformités à travers des alertes. Donc, il y a des applications, il y a des outils dédiés justement pour permettre au manager ou responsable de la conformité de pouvoir couvrir de manière exhaustive toute la documentation sur laquelle il doit s'appuyer pour apprécier l'efficacité de son processus de conformité. D'ailleurs, je pense que dans le cadre du déploiement de son système de management, comme j'évoquais tout à l'heure, le cabinet Global Elite Conseil a justement un outil similaire qui intègre justement le processus de manière globale de gouvernance, risque et conformité et même contrôle interne. À travers cette application, cet outil, vous pourrez suffisamment, alors de manière efficace, suivre tous vos risques et maîtriser au mieux tous vos processus de GRC et de contrôle interne. Donc, c'est un outil assez puissant, c'est un outil assez intéressant pour les professionnels à la fois de l'audit, de la gestion des risques, du contrôle interne et de la conformité. Dans l'utilisation des technologies ici, l'importance des technologies en matière de gestion de la conformité est cruciale pour justement maîtriser tous les risques liés à la conformité réglementaire. Parce qu'en automatisant les processus, ça vous permettre de vous déployer de manière efficace. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure dans les logiciels de gestion de la conformité, qui peuvent être un outil suffisamment dédié, suffisamment pertinent pour justement faire face de manière efficace à ces risques de conformité. Et à travers donc, ces applications et ces logiciels, ça va donc permettre d'automatiser de bout en bout le processus de gestion de la conformité. Donc, au besoin, vous pourrez donc vous rapprocher du cabinet Global Elite Conseil sur des connaissances ou sur l'approfondissement, la compréhension de l'utilisation de ces différents outils et ces différents logiciels. Ensuite, on a la gestion des données et des informations. Comment est-ce qu'on va pouvoir efficacement gérer les données et les informations liées à la conformité réglementaire? Si vous le savez, la conformité réglementaire vous impose ou alors exige un flux important de données à analyser, un flux important d'informations à traiter. Et donc déjà, il faudra pouvoir collecter ces différentes données et informations. Quelles sont les sources sur lesquelles, à travers lesquelles on va collecter ces informations? Comment est-ce qu'on va procéder justement pour collecter ces données ou ces informations? Dans certaines mesures, dans certaines situations, le fait pour le responsable de la conformité d'interagir avec les régulateurs sont ici une passerelle intéressante pour pouvoir se documenter. Okay? D'autres organisations même ont adopté une approche plus globale, c'est-à-dire créer des groupes par association, des groupes de professionnels de la conformité qui interagissent régulièrement au fin d'avoir les bonnes et les nouvelles informations pour les nouvelles actualités, tout ce qui est des textes, des lois et des réglementations qui s'appliquent à leur activité. Après avoir collecté dans ces données, ces informations, il faudra pouvoir les analyser et les suivre. L'analyse ici va tenir compte, comme on l'a dit, du fait que est-ce que ces textes-là, ou alors est-ce que l'organisation est suffisamment outillée pour pouvoir couvrir et maîtriser ces risques. Si oui, comment est-ce qu'on va les implémenter, ces différents textes et ces différentes informations dans leur analyse, et comment on va les suivre. On va mettre dans ce pied des processus de veille et des processus de suivi et même procéder à des audits. Après, les différents outils applicatifs et technologiques pour couvrir justement
ici renforcer efficacement notre programme de conformité. On va donc mettre sur pied des mécanismes de surveillance et de contrôle des activités pour détecter les signaux d'alerte. Comment on va pouvoir identifier, ou alors comment on sera au parfum des risques ou des alertes par rapport à une non-conformité, par rapport à la surveillance d'un risque de non-conformité. Il va donc falloir surveiller les transactions, détecter les activités suspectes et les signaux d'alerte. Comme on l'a dit, on peut mettre sur pied des mécanismes d'alerte, de sorte que si, à travers une fiche ou une checklist, on se rend compte qu'il y a un point de la checklist qui n'a pas été renseigné, si on le fait de manière automatique, et on apprécie dans la gravité de l'absence de cette information sur la checklist. Ça va donc déclencher une alerte qui va nous interpeller sur le fait qu'il n'y ait pas eu cette information et comment est-ce que la transaction a été gérée. Est-ce que le gestionnaire a mis l'opération en suspens ou alors est-ce que le gestionnaire a totalement annulé l'opération ou la transaction ou alors malgré tout, il a validé l'opération ou la transaction sous réserve de complément d'information. Maintenant, selon l'une ou l'autre des pratiques qui a été faite, quel est donc le risque sur lequel, voilà, quel est donc le risque qui expose l'organisation par rapport à la transaction. OK, il va donc falloir également mettre sur pied un mécanisme de surveillance des transactions au niveau des transferts de fonds internationaux. Comment est-ce qu'on procède aux différentes transactions de fonds internationaux? Forcément, est-ce qu'on est en conformité ou alors on respecte les limites ou les plafonds de transactions d'opérations qui doivent être faites? OK? Et en fonction donc de ces différentes exigences, en fonction même des pays destinataires, il y a des plafonds qui s'appliquent. Maintenant, est-ce que ces plafonds-là sont systématiquement respectés? Est-ce que les opérationnels ont connaissance de l'existence de ces pratiques ou de ces procédures? Et les mouvements de fonds non conformes qui peuvent s'apparenter ici à des transactions ou à des opérations liées au blanchiment d'argent. Donc, quelle est donc la nature des fonds? On parle ici de l'origine des fonds des clients de l'organisation. Comment est-ce qu'on peut mettre sur pied ou alors assurer la traçabilité, OK, des origines des fonds ou des transactions effectuées par les clients? Donc, comment est-ce qu'on va donc renforcer notre dispositif de surveillance par rapport à ces transactions? Ensuite, on aura à mettre sur pied un contrôle interne et des tests de conformité. Contrôle interne ici va simplement venir renforcer, OK, le niveau, l'efficacité justement des activités ou du processus de conformité au regard des risques auxquels l'activité est exposée. Parce qu'en réalité, un contrôle n'existe que parce que derrière, il y a un risque qu'on veut couvrir. Maintenant, est-ce que le contrôle est suffisamment efficace? Est-ce que le contrôle est pertinent au regard du risque qu'on veut couvrir? Et tout au moins, quels sont les tests de conformité qu'on va déployer pour renforcer le dispositif de contrôle? Et donc, pour ce faire, on va procéder à des vérifications périodiques, aussi bien des transactions que du dispositif de contrôle. Est-ce que on va donc définir notre périodicité? Ça peut être des contrôles journaliers, après la clôture des transactions et des opérations. C'est ça, donc la conformité doit pouvoir assurer une vérification exhaustive des opérations qui ont été effectuées sur une période spécifique. On peut le faire de façon journalière, on peut le faire de façon mensuelle. Tout dépend donc de la volumétrie des données ou des informations. On peut procéder également à des audits internes, okay, pour évaluer ici l'efficacité du dispositif de contrôle. Je l'ai dit, est-ce que les contrôles mis en place pour réduire les risques de conformité répondent même aux objectifs ou aux orientations de l'organisation? Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils sont efficaces? C'est à travers donc des audits qu'on pourra évaluer la pertinence et l'efficacité de ces contrôles et voir dans quelle mesure renforcer ces dispositifs ou alors les améliorer pour réduire les risques ou ramener les risques à des niveaux acceptables pour l'organisation au regard de sa tolérance au risque.
Ensuite, on va faire des tests de conformité, pour voir ici comment est-ce que l'approche ou la maîtrise des risques de conformité est perçue par les opérationnels. Ça peut être des tests, on va dire, mensuels, ou hebdomadaires, en simulant des opérations, en simulant des transactions, et voir comment est-ce que les agents ou les opérationnels réagissent par rapport à leur niveau de maîtrise des risques et des exigences de conformité. Et en fonction des résultats des tests, ça va nous donner une visibilité, une perception sur le niveau de maîtrise, justement, des exigences ou des risques de conformité par rapport aux opérationnels qui, comme on l'a dit, constituent la première ligne de défense. Et comme autre outil pertinent et de bonnes pratiques pour un programme de conformité efficace, on l'a dit, il faudrait qu'il y ait une franche collaboration avec les régulateurs et les organismes de contrôle. Donc, après avoir défini l'approche selon laquelle le responsable du département de la conformité doit interagir avec les régulateurs, on va aborder ici comme autre bonne pratique l'évaluation périodique du programme de conformité et la mise à jour de ce dit programme en fonction des exigences ou en fonction de l'évolution de la réglementation. Parce que l'activité se veut être dynamique, l'activité se veut être exigeante en fonction de l'environnement dans lequel elle évolue. Et par conséquent, les réglementations aussi changent et s'adaptent au contexte et s'adaptent à l'environnement économique du secteur d'activité. On le connaît, on le sait tous, il y a de cela quelques années, on ne parlait pas des opérations, on va dire, monnaie électronique. Mais aujourd'hui, ça devient l'une des activités les plus phares des institutions financières. Et pour justement assurer l'efficacité de ces transactions et opérations, les régulateurs ont justement mis en place des différents cadres pour encadrer et suivre efficacement ces différentes activités. Et dans la pratique, on se doit donc de nous adapter, de nous accommoder à ces différentes exigences de conformité-là. Donc, d'où la nécessité de mettre à jour notre programme de conformité ou nos textes réglementaires en fonction de l'évolution de l'activité. Donc, on va ici faire une évaluation de l'efficacité du programme de conformité tel qu'il a été élaboré, tel qu'il a été conçu. Est-ce qu'il est efficace dans son déploiement par rapport aux procédures et aux politiques qu'on a mis en place? On va, à travers des évaluations internes, on va donc procéder à des évaluations régulières pour apprécier le niveau d'efficacité de notre programme de conformité. À travers des revues externes ou des auto-évaluations, c'est-à-dire que les régulateurs peuvent également évaluer le niveau d'efficacité de notre programme de conformité et donner un avis de manière globale sur notre couverture des risques liés à la conformité réglementaire. Et je pense même qu'il y a une information qui est actuelle ces derniers jours. Il y a justement l'Assemblée du GAFI qui s'est tenue, je pense que c'était le 23 juin, qui a sorti la liste de certains pays qui s'exposaient à des sanctions, notamment dues au non-respect des exigences de conformité, notamment pour ce qui est du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Je pense qu'il y a, pour ceux qui ont suivi l'actualité, le Cameroun, qui est entré dans la liste grise, qui permet ici donc de voir le niveau d'exposition au risque de conformité des institutions financières qui évoluent dans ce pays. Donc, on est donc passé à la liste grise, le Cameroun, et on le sait tous, après la liste grise, c'est la liste noire avec toutes les restrictions et les embargos qui pourraient suivre. Donc, il faut donc mettre à jour, il faut donc déployer efficacement notre programme de conformité pour couvrir tous ces risques de conformité précisés et exigés par les régulateurs. Ensuite, il faudra adapter nos
nos textes de loi, nos textes de conformité par rapport à l'évolution réglementaire. C'est-à-dire que s'il y a des nouveautés, s'il y a des informations qui sont mises à jour, nous également, on doit pouvoir mettre à jour nos politiques et nos procédures internes en intégrant justement ces changements, en intégrant ces innovations qui ont été élaborées et définies par les régulateurs. Et pour le faire donc de manière efficace, il sera encore également question ici de procéder à des formations donc du personnel sur ces différentes exigences ou sur ces nouvelles exigences pour que chacun à son niveau puisse être au parfum, puisse avoir l'information la plus actuelle. Vous pouvez être en train de travailler sur des exigences de conformité et vous dire que vous êtes conforme au regard de vos pratiques courantes, alors que ces pratiques ne répondent plus au contexte actuel, ne répondent plus à la norme qui s'applique à une certaine période. Et pareil, il faudrait également ajuster les dispositifs de contrôle interne qui sont mis en place. Parce que le dispositif d'ajustement doit pouvoir répondre à un risque actuel. Okay? Si le risque n'est plus d'actualité, si le risque a muté, si le risque a évolué, il faudrait également que le dispositif de contrôle qui est mis en place vienne répondre efficacement au contexte actuel et à répondre au niveau d'exposition au risque actuel. Voilà donc présenté. OK, on va dire ça comme ça. Ce webinaire qui met en exergue ici l'élaboration, la mise en place de notre programme de conformité à travers quelques étapes clés telles qu'on l'a vu en amont, qui nous ont permis ici d'appréhender quelques concepts déjà liés à la conformité réglementaire, quelques exigences en termes de positionnement et du rôle à jouer par la fonction conformité au sein de l'organisation, et surtout la place ou le rôle de la gouvernance dans le soutien et l'accompagnement de la fonction du département conformité au sein de l'organisation. Donc, je vous remercie grandement pour le temps accordé à l'écoute et pour votre disponibilité à suivre ce webinaire. Merci pour votre attention. Monsieur Eric, oui, merci beaucoup, Eric, pour ta présentation, pour ton partage de connaissances et d'expériences. À voir les réactions dans le chat, je peux conclure que ça a suscité beaucoup d'intérêt et de commentaires et même beaucoup d'interrogations. Je vois beaucoup de questions dans le chat. Mais on ne va pas répondre aux questions dans le webinaire. Pour ceux qui sont habitués, vous savez que les questions se posent davantage dans le groupe WhatsApp Audit Connect ou bien le groupe Telegram. Donc, il y a un réseau Audit Connect. Si vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez tout simplement rejoindre le groupe, c'est gratuit, et poser, donner déjà votre appréciation de ce webinaire dans ce groupe. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le groupe. Eric ou d'autres se feront un plaisir de répondre. Mais déjà dans le chat, vous pouvez déjà dire comment vous avez trouvé le webinaire, est-ce que ça vous a édifié? Et comment, si Eric a présenté ça de manière suffisamment intelligible pour vous. Donc, je vois déjà Victorin qui dit félicitations. Adama, merci beaucoup à vous. Jean-Marc, merci Eric. Donc, il y a quelques réactions. Donc, pour les questions, posez-les dans le groupe WhatsApp Audit Connect. Si vous n'êtes pas encore membre du réseau Audit Connect, on va vous envoyer le lien. Vous pouvez me contacter IB ou bien tout simplement, un instant, je vais envoyer le lien dans le chat. Et ceux qui ne sont pas encore membres peuvent rejoindre. Et à partir de là, poser les questions relatives à ce webinaire. Donc, on répond aux questions
dans le groupe Audit Connect. Un instant là, je vous envoie le lien. Voilà, on a le lien pour rejoindre Audit Connect. Je viens d'envoyer le lien dans le chat. Donc, Florian, merci Eric pour cette présentation. Mahmoud Younsi, merci beaucoup. Roméo Stéphane, y aura-t-il un certificat de participation? La réponse, c'est non. Il n'y aura pas de certificat de participation. C'est un webinaire gratuit. Et il y aura bien entendu des sessions qui pourront éventuellement être payantes avec des certificats de participation. Mais Eric, comme beaucoup d'autres consultants, offre, n'est-ce pas, dans le cadre de ce webinaire, leurs connaissances ou bien partagent leurs connaissances avec vous pour vous enrichir et vous aider à améliorer vos performances à vos différents postes. Et comme je l'ai dit, Audit Connect, c'est une plateforme qui est créée pour permettre à tout un chacun qui dispose, n'est-ce pas, d'une compétence qu'il souhaite partager avec d'autres, de pouvoir le faire. Et je remercie beaucoup Eric pour cette générosité dans le cadre de cette présentation. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, Florian. Merci beaucoup et félicitations à Eric, Catherine, Cassé. Merci beaucoup à vous, vraiment, pour le partage de connaissances. Ça a été un plaisir de vous écouter. Mori Pomi. Très belle présentation, Catherine Cassé. Donc, merci à vous. J'ai envoyé le lien pour rejoindre le réseau pour ceux qui n'y sont pas encore. Les questions, bien vouloir les poser dans le réseau. Et la prochaine thématique sera toujours animée par Eric Wandi. Il a bien voulu accepter d'animer les deux prochaines thématiques. La première, c'était aujourd'hui et la prochaine, c'est la semaine prochaine. Et je pense bien que ça porte toujours sur la conformité. Bonne soirée à tous et à bientôt dans le groupe Audit Connect. Bye bye.